Bonjour, je suis Benoît Renard et je suis instructeur Unreal Engine. Je vous propose aujourd'hui de découvrir dans cette vidéo un système peu connu et très puissant, les gameplay tags. Les gameplay tags sont des étiquettes hiérarchiques qui servent à identifier des états, des capacités ou des situations au sein du gameplay. Ils sont extrêmement performants, c'est le standard des AAA. Ils s'intègrent parfaitement au blueprint, au Gameplay Ability System et à l'utilisation du Gameplay Camera System. Nous allons voir dans cette vidéo 3 exemples concrets de mise en scène des gameplay tags. En premier lieu, nous allons voir comment créer un blueprint d'un piège qui va stun le joueur grâce au Gameplay Tag Container. Ensuite, nous irons explorer le Gameplay Ability System pour créer un système de portes qui sont verrouillées et déverrouillables grâce aux tags. Et enfin, nous allons explorer l'utilisation des gameplay tags au sein d'un tactical RPG qui va permettre de diriger les game modes et les caméras en fonction du gameplay. L'objectif, c'est que vous puissiez utiliser les gameplay tags dans vos propres projets et que vous compreniez qu'ils sont une véritable API au sein de tous les systèmes d'Unreal Engine. Selon la portée de votre projet, vous aurez peut-être besoin d'aller activer les plugins de Gameplay Ability System et Gameplay Camera System. Néanmoins, sachez que les gameplay tags sont natifs à Unreal et vous n'avez donc pas besoin d'activer un plugin pour les utiliser. Commençons par une vue d'ensemble du système. Les gameplay tags, c'est simplement un enchaînement de caractères qui suivent une hiérarchie. Par exemple, state.movement.stun. L'état stun fait partie de la catégorie mouvement qui fait elle-même partie de la catégorie state. Cette hiérarchie est extrêmement utile pour organiser proprement vos états et éviter les conflits. Pour créer des gameplay tags, rien de plus facile. Vous avez plusieurs méthodes disponibles. La première, c'est d'aller éditer directement le fichier .ini qui se trouve à la racine de votre projet. Alors pour y accéder, il suffit d'ouvrir le dossier dans l'Explorer, de revenir ici où se trouve le projet et d'aller dans Config. Vous retrouvez ici le default gameplay tag.ini qui est un document, un fichier texte qui contient l'ensemble de vos gameplay tags ici sous forme de tableau. Vous pouvez les éditer directement à partir de ce fichier. La problématique, c'est qu'il faudra fermer Unreal pour le réouvrir afin qu'il soit pris en compte. Donc on a une méthode un petit peu plus rapide qui consiste à aller dans Edit, Project Settings, et à partir de là, dans l'onglet Gameplay Tag, vous pouvez retrouver ici un bouton Manage Gameplay Tag. Vous voyez qu'ici il va importer, grâce à cette petite coche, importer les tags à partir du dossier config qu'on vient de voir. Et vous pouvez aussi créer de nouvelles sources de tags qui correspondent à ce fichier texte. Donc vous pouvez créer votre propre fichier texte, le stocker ailleurs et l'ajouter ici dans les fichiers pris en compte par Unreal à l'ouverture. Le plus simple étant aujourd'hui d'utiliser le Gameplay Tag Manager. Ce Gameplay Tag Manager vous donne accès directement à la hiérarchie, comme vous pouvez le voir ici. Et il vous permet aussi de rajouter un tag. Alors, hop, je peux fermer ce menu. Et en sélectionnant, je vais venir ici, State. Et ici, en sélectionnant le menu, la catégorie de mon gameplay tag, et en cliquant sur Add New Gameplay Tag en haut, il va immédiatement me configurer le chemin, enfin la hiérarchie, pour rajouter mon nouveau tag.
Le tag state.item.visibility va nous permettre de créer un tag qui va gérer la visibilité d'un objet. Est-ce que l'objet est visible ou non en jeu? Switch on item visibility. Vous pouvez rajouter une description. Il n'y a pas de on. Voilà. Une fois que c'est fait, je définis la source, ici le défaut gameplay tag.ini, et j'ajoute mon tag. Hop. Il m'a rajouté dans state une catégorie item qui contient visibility. Et voilà mon tag que je vais pouvoir utiliser pour la suite. Il existe une autre méthode pour ajouter des gameplay tags que le gameplay tag manager, bien que je pense que ce soit le plus facile à gérer. Mais vous pouvez aussi, hop, on va fermer les project settings, revenir dans le content browser, et vous pouvez aussi ajouter, hop, ici par exemple, des data tables. Alors, on va créer un nouveau folder qu'on va appeler gameplay tags. Et dans ce nouveau dossier, je vais aller chercher une data table. Donc je vais créer une nouvelle data table. Au moment de la création de la data table, il me demande une structure de base. Et dans cette structure de base, on peut aller prendre un gameplay tag table row comme modèle. Et ce modèle vous permet de créer une table bt tags custom tags. Voilà. Donc le fichier est créé et maintenant lorsque je l'ouvre, j'ai accès ici à cette table. Hop là. Et cette table me permet de créer des gameplay tags exactement de la même manière qu'un gameplay tag manager. Et donc je peux ajouter des lignes avec un nouveau nom, item available. Donc vous retrouvez dans rename le nom de la ligne. Par contre ici vous avez une colonne tag qui est reprise en bas et c'est dans cette colonne que l'on va pouvoir enregistrer la hiérarchie exacte du tag. Donc state.item.available. Je peux mettre un petit commentaire. Voilà. Une fois que ça c'est fait, je l'enregistre. Je peux refermer cette data table. Je peux en insérer autant que je veux. Hein. On peut mettre autant de lignes que l'on souhaite. Je reviens dans Project Settings. De nouveau dans Gameplay Tag. Et ici, au lieu d'entrer dans le Gameplay Tag Manager, je vais simplement utiliser cette ligne-là, rajouter une ligne à ce tableau. J'ai maintenant la possibilité d'insérer une data table, donc custom tag. Je retrouve ici le fichier que j'ai créé il y a quelques instants. Et donc maintenant, tous les gameplay tags qui se trouvent dans cette data table seront intégrés à l'ensemble des gameplay tags utilisés par le projet. Donc je vais les retrouver dans le gameplay tag manager. Voilà, par exemple, ici dans state, item, et on voit available est disponible, et il est contenu dans game, data, data table, gameplay tags. Voilà l'origine du gameplay tag. Voilà, donc plusieurs moyens pour ajouter des gameplay tags, plusieurs moyens aussi pour les utiliser. On va voir ça tout de suite avec la mise en place d'un container. Pour ce premier exemple, je vais vous montrer comment utiliser un gameplay tag container dans un blueprint simple sans passer par le gameplay ability system. L'idée est la suivante. Lorsqu'un joueur marche sur un piège, il est temporairement stun. Pendant ce temps, il ne peut plus se déplacer et une animation ou un effet visuel peut être joué. Ce système est inspiré directement du parcours d'obstacles présent dans Paddy's Case. Commençons par le personnage.
Dans le blueprint du personnage, je crée une variable GameplayTagContainer que j'appelle PlayerTags. Un point important, un GameplayTagContainer ne déclenche pas d'événements automatiquement. C'est à nous de décider quand réagir à l'ajout ou au retrait d'un tag. Concrètement, pour ce système, la réaction se fera dans le piège, au moment où il applique le tag. Lorsque le personnage est stun, je désactive l'input de mouvement. Quand l'état se termine, je réactive l'input. Pour réaliser cette opération, je vais tirer mon player tag afin de faire un get dans mon graphe. Et à partir de mon player tag, je vais aller chercher un node asTag pour vérifier si le tag cité est bien contenu et bien activé dans le container. On va donc aller vérifier si PlayerTag contient bien state.movement.stun. Voilà qui est configuré. Il ne reste plus qu'à ajouter un note et une branche pour autoriser ou interdire le mouvement en fonction du stun. En théorie, le personnage sera bloqué lorsque le tag sera ajouté. Il faut aussi aller vérifier la section Jump, car lorsque le personnage est stun, il ne peut pas bouger, mais il ne peut pas non plus sauter. Je vais donc ajouter la même mécanique après l'input Jump, pour pouvoir le bloquer en fonction de l'état de notre tag stun. Lorsque vous utilisez un GameplayTagContainer, il vous est possible d'utiliser plusieurs nodes pour interroger la présence ou l'absence de tag au sein de ce container. Vous retrouverez donc des nodes tels que asAllTag, asAnyTag ou asTag, ainsi que plusieurs queries qui vous permettront de comparer l'état d'un tag en particulier par rapport à ce contenu dans le container. Passons maintenant à la création du piège qui va servir à stun le joueur. Nous pouvons commencer par créer un blueprint dans lequel nous allons ajouter une sphère collision, un static mesh et un Niagara effect. Une fois que les composantes ont été ajoutées, nous pouvons cliquer sur la sphère collision avec le clic droit pour créer un onBeginOverlap event. À la sortie de OtherActor, pour vérifier qu'il s'agit bien du personnage qui est rentré dans la zone, je vais choisir une macro que j'ai créée spécifiquement dans mon projet qui me permet de vérifier si l'acteur qui rentre en entrée est bien correspondant au player caractère. Ensuite, je caste à mon fichier BP base caractère, ce qui va me permettre d'accéder au conteneur player tags que l'on a créé plus tôt. Une fois ce conteneur get est donc posé dans le graphe, il ne reste plus qu'à lui ajouter un GameplayTag grâce au node addGameplayTag. Je sélectionne enfin le tag que je souhaite appliquer, state, movement, stun. Et voilà, le tag va être appliqué et le personnage sera donc bloqué au moment où il overlappe le piège. Pour compléter mon piège, j'active ensuite le système Niagara, permettant d'envoyer des particules qui serviront de retour joueur, indiquant que le personnage est bloqué. La dernière étape consiste à ajouter un timer, qui servira à déclencher un événement. Ce dernier va gérer la réinitialisation du GameplayTag. Une fois ce timer créé, j'ajoute le custom event qui lui est lié, que je renomme StopStun. Je vais ensuite entrer la durée du stun dans le paramètre time de mon timer. Et enfin, je stocke le timer dans une variable afin de pouvoir le stopper plus tard. Je repars ensuite de mon cast pour récupérer la référence à mon personnage et ainsi aller chercher le container
player tag. À partir de ce conteneur, il me suffit d'ajouter le node remove gameplay tag pour pouvoir aller configurer le tag que l'on souhaite enlever, c'est-à-dire state.movement.stun. Finalement, voici à quoi ressemble le blueprint du piège, une fois terminé et rangé. J'ai ajouté une référence au BP base caractère pour que cela soit plus propre, rangé quelques fils, et il ne faut surtout pas oublier de clear le timer à la fin de la désactivation du stun. Et voici le résultat final. Le personnage touche le piège, cette sorte de boule rouge, et reste immobilisé pendant que l'effet de particules est déclenché à l'emplacement du personnage. J'ai beau essayer d'utiliser les touches du clavier ou de sauter, rien ne se passe. Nous avons donc bien réussi à immobiliser le personnage grâce au gameplay tag stun. Passons maintenant à une utilisation un petit peu plus avancée. Nous allons coupler les gameplay tags avec le gameplay ability system afin de donner au personnage la possibilité d'utiliser une keycard, une carte d'accès, pour déverrouiller des portes. Le gameplay ability system est un plugin disponible dans Unreal qui permet de rajouter tout un tas de mécaniques liées aux abilities, aux effects, qui vous permettent de gérer les états des personnages et de déclencher des habilités, des pouvoirs spéciaux et des modifiers à n'importe quel moment. Ce qu'il faut savoir pour les utiliser avec les gameplay tags, c'est qu'il faut ajouter dans votre blueprint de personnage un gameplay ability component qui va servir de container pour les tags. C'est là où seront stockés l'ensemble des tags d'état de votre personnage. Et c'est ce qu'on va utiliser en ajoutant un tag access pass au gameplay ability component du personnage. Commençons par ajouter un blueprint pour notre porte. Je vais donc créer un nouvel acteur que je vais nommer BP_SimpleDoor et je vais pouvoir l'ouvrir pour commencer à placer les composantes. Je vais tout d'abord ajouter deux static mesh, le premier pour le SimpleDoor frame et un second pour la porte en elle-même. On ajoutera ensuite une boîte de collision qui servira de déclencheur à l'entrée du personnage. Je peux passer ensuite à la partie graph de mon blueprint. Je vais commencer par ajouter deux events à partir de ma collision box. Le premier sera le onComponentBeginOverlap qui va permettre de détecter l'entrée du personnage. J'ajoute ensuite une macro qui me permet d'identifier si l'objet qui entre dans le volume est bien le personnage contrôlé. Le deuxième événement est onComponentEndOverlap pour détecter la sortie du personnage. Je duplique la même macro pour détecter si l'objet qui sort du volume est bien le personnage contrôlé. Je vais ensuite utiliser une interface déjà implémentée dans mon projet qui me permet de gérer les interactions entre les objets. Pour cela, je vais créer une référence au player controller qui me servira de récepteur pour ce système d'interaction. Je peux maintenant y faire appel pour déclencher le message d'interface en utilisant la fonction canInteract qui va me permettre de déclencher l'événement dans le player controller. Pour terminer, je duplique canInteract à la sortie du joueur et je commence. Dans la partie player controller, je dispose d'un input interact qui dépend de la variable canInteract, elle-même setée par la fonction de notre interface envoyée par la porte. Ce code permet l'affichage d'un bouton interact à l'écran
ce que nous allons pouvoir tester tout de suite. Revenons à notre porte. On va pouvoir continuer par l'implémentation du système d'ouverture grâce à une timeline qui va créer l'animation de rotation de la porte. C'est un système très classique de porte que l'on retrouve dans beaucoup de tutos. Néanmoins, je voulais attirer votre attention sur quelques petits points, comme par exemple la mise en cache de la rotation de la porte qui peut servir à éviter des problèmes lors du placement de la porte, ainsi que de la durée de la timeline qui vous servira à régler la durée de l'animation totale de l'ouverture de la porte. Vous pouvez ajouter un multiplicateur qui servira à accélérer la vitesse d'animation, mais n'oubliez pas de configurer sa valeur par défaut. L'animation de la porte va s'effectuer grâce au node setRelativeRotation couplé à l'update de la timeline grâce au lerp du delta, de la valeur delta que l'on a configuré dans notre timeline. Pour finir, il suffit de configurer l'angle de la porte dans le lerp pour passer de 0 à 90 degrés. On commente ensuite le code et on va pouvoir passer à la phase de test. Avant cela, il va falloir récupérer l'input du player controller permettant de déclencher la rotation. Je vais utiliser un event dispatcher déjà configuré dans mon player controller pour binder l'input à mon custom event open-close-door. Cela va me permettre d'activer la rotation de la porte grâce au bouton E. On peut ensuite passer à la partie verrouillage-déverrouillage de la porte. Je vais d'abord préconfigurer une lumière qui va permettre d'identifier l'état verrouillé ou déverrouillé de notre porte grâce à un cube dont je vais faire changer le matériau en suivant une variable booléenne isLock que l'on va définir dans les variables du blueprint. Je vais ensuite modifier l'input provenant du player controller pour éviter que toutes les portes s'ouvrent en même temps. On va donc utiliser l'object ID pour vérifier qu'on est bien sur la porte qui a lancé l'interface CanInteract. Pour utiliser les gameplay tags et débloquer le verrouillage de la porte, je vais créer une fonction unlockTor. C'est cette fonction qui va gérer le verrouillage et le déverrouillage de la porte. Commençons par créer une référence au player character afin de récupérer le conteneur du Gameplay Ability System. Maintenant que je l'ai en référence, je peux get mon player character et aller chercher le component Ability System que l'on avait implémenté plus tôt. Je vais donc rechercher le node get Ability System Component qui va me permettre d'accéder à mon système gaz du personnage. À partir de là, je vais ensuite vérifier si mon personnage possède un tag qui correspond à celui de la porte. Je pourrais configurer directement le tag ici, mais pour pouvoir rendre la porte modulable et accessible avec différents accès, je vais placer le tag à vérifier dans une variable qui sera exposée et configurable porte par porte au sein de mon level. Je peux ensuite terminer la configuration de ma fonction en settant la booléenne isLock à false pour ouvrir et déverrouiller la porte, changer le matériau de mon cube light pour le passer au vert et ajouter une phrase pour avertir le joueur que la porte n'a pas été déverrouillée. Je termine ma fonction en ajoutant un return node qui va me permettre de gérer la suite du flux d'exécution en autorisant ou non l'ouverture de la porte. Afin de tester mon système, je vais poser le blueprint de la porte dans mon level et je vais aller configurer le tag nécessaire au déverrouillage de la porte. J'ai pour cela créé des tags carte dans la catégorie Access
avec un tag carte bleue et un tag carte green. Je duplique ma porte et j'applique un tag différent à chacune d'entre elles. Je dois ensuite aller créer un système de debug me permettant de donner accès à la carte green ou à la carte blue à mon personnage. Je vais pour cela utiliser le Gameplay Ability System avec un moyen très simple qui est d'utiliser le node Add Gameplay Tag. Ce dernier vous permet d'ajouter un node à un acteur, l'acteur étant le personnage de mon jeu, et le tag est fabriqué à partir de la commande make gameplay tag container qui permet de définir le tag que l'on souhaite ajouter à l'acteur. Nous pouvons enfin tester notre système en essayant d'ouvrir les deux portes qui ne sont pas déverrouillées et ensuite en permettant d'obtenir l'accès à la carte blue qui permettra d'ouvrir la première porte et l'accès à la carte green qui permettra d'ouvrir la deuxième porte. Les deux portes s'ouvrent et se referment et sont maintenant déverrouillées grâce à un gameplay tag. Ce n'est là qu'une petite partie des capacités que vous offre le Gameplay Ability System, puisque vous pourriez déclencher des Gameplay Ability, des Game Effects, des FX uniquement grâce aux tags. L'objectif était de vous démontrer comment utiliser simplement et rapidement les tags dans un système de gameplay. Pour résumer, vous pouvez utiliser les gameplay tags avec un conteneur qui est le Gameplay Ability System pour détecter la présence ou non du gameplay tag sur le personnage. Ces actions se réalisent grâce au node Add et Remove Gameplay Tag et on peut comparer la présence du gameplay tag grâce au node asMatching, asTag et les queries que vous retrouverez dans la librairie des nodes d'Unreal. Pour la dernière partie de cette vidéo, je vais vous montrer comment j'ai utilisé les gameplay tags pour gérer les game modes et les caméras au sein de mon projet Tactical RPG Paddy's Case. Pour commencer à mettre en place la mécanique des caméras, nous devons d'abord créer les fichiers du Gameplay Camera System et l'implémenter avec les autres fichiers système. Pour cela, nous allons utiliser un Camera Director, des caméras rig et un caméra asset qui va nous permettre de faire le lien entre le personnage et le director. À l'intérieur du caméra asset, on retrouve plusieurs paramètres qui vont nous permettre de configurer le caméra director evaluator qui va nous servir à driver les différentes caméras et des caméras rig que nous pourrons configurer un petit peu plus tard. Je vais commencer par créer le Camera Director Evaluator qui nous servira à driver les caméras. Je le range dans le dossier caméra afin de pouvoir le retrouver plus tard et je mets en préfixe CDE pour Camera Director Evaluator. Nous allons ensuite procéder à la création de notre premier rig. Pour créer un caméra rig, vous pouvez passer par le Content Browser, Add et ajouter un caméra rig. Vous pouvez aussi le faire à partir du caméra asset en dépliant le menu caméra rig et dans le menu déroulant, sélectionnez créer un nouveau asset caméra rig. En cliquant sur ce bouton, un menu s'ouvre et vous permet de sélectionner l'endroit où vous souhaitez enregistrer vos caméras rig. Je vais donc créer pour cela un nouveau dossier que je vais nommer rig et enregistrer mon nouveau caméra rig, donc rig exploration à l'intérieur. Dernier élément à mettre en place, le gameplay camera component à intégrer dans le personnage. Il faut donc que vous supprimiez le spring arm et caméra s'ils sont présents au sein de votre personnage afin de rajouter un gameplay camera component qui viendra remplacer les caméras existantes par défaut. Au sein du caméra gameplay component, il faut ajouter le caméra asset que vous avez créé avant pour que les liens se fassent correctement.
Je retourne sur mon caméra asset pour accéder au Camera Rig Exploration. Et je vais pouvoir commencer à utiliser les outils du Camera Rig pour mettre en place ma première caméra. Je place tout d'abord une séquence qui va me permettre d'accéder à plusieurs paramètres en même temps. Comme il s'agit d'une caméra troisième personne, je vais tout de suite ajouter un boom arm qui va me permettre de simuler l'effet spring arm de la caméra. Et j'ajoute un input axis 2D pour pouvoir gérer la rotation de la caméra. Ce node récupère directement l'input action et vous propose beaucoup de réglages qui vous permettent de régler avec précision la rotation de votre caméra. J'ajoute ensuite un node Field of View qui permet de régler l'angle de vue de la caméra, un node Dampen Position pour le lissage de la position de la caméra, et enfin un node Occlusion Material dans lequel on va aller créer un nouveau matériau afin d'ajouter un effet de transparence aux objets qui seront situés entre le personnage et la caméra. Pour terminer, je place un paramètre modifier qui me permet d'exposer cette variable afin de régler la distance de caméra dans un blueprint externe. Je vais dupliquer mon Camera Rig Exploration pour créer des rigs qui vont correspondre à chacun de mes modes de jeu. Pour les phases de combat, j'ajoute les caméras Rig Tactical et ADS pour la visée, ainsi que les rigs Dialogue et Cinématique pour les phases de narration. Pour créer un effet de zoom avec notre caméra troisième personne, je vais ajouter un input action qui va me permettre de contrôler la longueur du caméra boom dans le rig exploration. Et je vais mapper cet input sur le scrolling de la molette souris. De retour dans le blueprint de mon personnage, je peux maintenant intégrer mon input et créer toute la logique qui va permettre de gérer la longueur du caméra boom. Pour cela, il faut récupérer la variable située dans le Camera Rig. Je pars donc de mon Gameplay Camera Component. Je cherche ensuite un node qui me permet de set la variable à partir de mon Camera Rig Exploration. Maintenant que les variables sont exposées, il ne reste plus qu'à créer la logique pour récupérer la valeur de l'input qui va nous permettre de modifier la longueur du spring arm. Vous pouvez reproduire cette procédure pour chacun de vos rigs. La mise en place des différents rigs se fera ensuite par le choix du game mode qui sera déclenché avec un gameplay tag. Je ne vais pas vous montrer les modifications que j'ai fait sur chacun des rigs étant donné que c'est toujours la même procédure. N'oubliez simplement pas de bien configurer les transitions pour chacun des caméras rigs. Pour passer d'une caméra à une autre, je vais créer une fonction qui va permettre de détecter le changement de tag. C'est dans cette fonction que je vais placer un node Bind Event Wrapper qui permet de détecter si l'un des tags contenus dans un conteneur vient à changer d'état. Il existe plusieurs wrappers disponibles. Il est possible de lier un événement au changement des tags dans un conteneur, au changement d'une liste de tags ou au changement d'un unique gameplay tag. Une fois le bind accessible, je peux récupérer une liste de tags en créant une variable qui va me permettre d'aller enregistrer les tags à surveiller. Je renomme donc ma variable et une fois compilée, j'ai accès à un tableau de gameplay tags qui seront surveillés. En ajoutant une ligne à mon tableau, je peux déplier cette dernière pour avoir accès aux données. Je configure le route pour filtrer les gameplay tags qui me seront utiles et je vais ensuite pouvoir les ajouter un à un
pour correspondre au game mode de mon projet. À partir de la poignée du bind, je vais créer un événement qui va me permettre d'ensuite créer une fonction spécifique pour aller trier les différents game modes en fonction des gameplay tags. À cause du bind, il est possible que vous rencontriez cette erreur. Il suffit pour la régler de créer une variable à partir du return node de votre bind et d'aller ensuite override la fonction event and play qui permettra de fermer le wrapper au moment de la clôture du jeu. J'ajoute ensuite ma fonction de bind à ma séquence event-begin-play pour qu'elle soit lancée dès le chargement du personnage. La fonction onGameModeTagChange va maintenant servir de triage pour changer de game mode en fonction du gameplay tag. Grâce au node sTag, je vais créer une structure en cascade pour vérifier si le tag d'entrée, celui qui a changé, correspond à l'un des tags de mes game modes. Et si c'est le cas, il appliquera une mécanique spécifique pour chacun d'eux. Par exemple, je commence avec le tag Mode Management, qui est le plus bas de mes priorités. Je vais vérifier si c'est bien celui-ci qui a changé, auquel cas je réaliserai une mécanique. Si ce n'est pas le cas, je passe à la vérification d'un second tag. Je crée comme ça toute ma structure en fonction des priorités de game mode, en passant par les modes de combat, pour finir sur le mode principal, le mode par défaut, qui est le mode exploration. Je relis tout ça, je nettoie, je relis les fils correctement et je finis par commenter mon code pour que l'ensemble de mon blueprint soit bien propre. Je configure ensuite chacun des modes de jeu. C'est là où la puissance des gameplay tags entre en jeu, puisque je peux très rapidement ajouter, enlever des états correspondant à de nouveaux modes, mais je peux aussi configurer plusieurs gameplay tags à ajouter ou à supprimer à la fois. Par exemple, pour le game mode management, je n'avais pas configuré de gameplay tag caméra management. J'ai donc ajouté ce tag grâce au gameplay tag manager et il est immédiatement disponible. Je continue ensuite à configurer chaque caméra correspondant à chaque game mode. Il suffit d'ajouter un tag pour déclencher le changement de caméra grâce au Camera Director. Je procède ainsi dans l'ordre de priorité de mon gameplay. La configuration de mes modes de jeu devient vraiment très facile, puisque avec un simple tag je peux ajouter n'importe quelle caméra. Il m'est aussi possible, en ajoutant plusieurs tags, d'ajouter plusieurs options, plusieurs conditions au déclenchement du mode de jeu. Il est par exemple possible de bloquer les mouvements du personnage grâce au gameplay tag state.movement.stun que nous avions configuré plus tôt. Pour le déclenchement du mode combat, je configure l'un de mes ennemis comme étant un détecteur qui va ajouter le gameplay tag correspondant au statut de combat. Pour cela, je me sers de la fonction de l'IA Sense qui déclenche un événement à la vue du personnage et dans cet événement, j'ajoute un node addGameplayTag lié à mon blueprint personnage qui va lui ajouter le gameplay tag mode.combat.tactical. Pour finir de configurer chacun de mes modes de jeu, je vais, après avoir ajouté un gameplay tag, enlever les gameplay tags des autres game modes qui pourraient être en cours. Et pour cela, il suffit tout simplement d'ajouter, grâce au node remove tag, d'ajouter une liste de tags à supprimer. Et voilà,
Grâce au gameplay tag, en quelques minutes, j'obtiens un système de gestion des modes de jeu qui me permet de passer d'un mode exploration à un mode combat à un mode management de manière très rapide, très propre et surtout très flexible puisque chacun des game modes peut être modifié à la volée. On peut en ajouter ou en supprimer très rapidement grâce à la combinaison du Gameplay Ability System et des gameplay tags. Pour résumer, chacun de mes game modes va ajouter des tags pour changer de caméra et pour potentiellement bloquer les déplacements du personnage, et va ensuite supprimer les tags qui correspondent à d'autres états provenant d'un game mode précédent, comme par exemple les caméras qui étaient déjà actives ou l'impossibilité de mouvement qui était déjà actif. Donc je peux très simplement configurer mes game modes pour que chaque élément soit présent ou absent grâce à la liste des gameplay tags qui sont cochés. Petite astuce, vous pouvez utiliser le node getDebugString from gamePlayTag pour afficher une liste des tags actifs dans un print string. Très utile pour savoir quels sont les tags qui ont été ajoutés ou supprimés. Voilà pour ce qui concerne l'activation des différentes caméras en fonction des game modes grâce au Gameplay Ability System situé dans le personnage qui réagit à l'ajout ou à la suppression des gameplay tags selon l'activation par un acteur, par un trigger ou peu importe quel fichier du moment qu'il a accès au player caractère. La dernière partie à configurer pour utiliser les gameplay caméras, c'est le Camera Director qui doit lui aussi réagir en fonction des tags pour renvoyer le bon caméra rig à utiliser au sein du gameplay. Je vais vous présenter celui que j'utilise dans PadDiscase. Vous allez voir, c'est très simple. C'est encore une fois un système en cascade qui est basé sur les gameplay tags. Le premier node sert à remonter au caractère. J'utilise pour ça Find Evaluation Context Owner qui permet de récupérer le propriétaire du component Gameplay Camera. À partir de là, on peut aller vérifier l'état des différents gameplay tags qui correspondent, comme on l'a vu plus tôt, aux différents game modes. Et ainsi, chaque branche va pouvoir activer un nouveau caméra rig ainsi que des contrôles ou des paramètres spécifiques au caméra rig. Ainsi, dans PadDiscase, j'ai pu développer un système de game mode, un système de caméra, un système d'habilité de stamina pour la course et qui gère l'endurance, et aussi tout un système de portes accessibles déverrouillables grâce uniquement à l'utilisation des gameplay tags. Nous avons vu ensemble tout au long de cette vidéo qu'il est possible de réaliser des pièges qui stunnent le personnage, le système de porte qui se déverrouille en fonction de cartes d'accès qui donnent et qui ajoutent des gameplay tags sur le personnage, et enfin la gestion complète du game mode et des caméras uniquement grâce aux gameplay tags. Vous l'aurez compris, les gameplay tags sont réellement le centre névralgique du Gameplay Ability System dans Unreal et deviennent une véritable API au sein des systèmes de votre projet, permettant d'avoir un moyen clair, simple, explicite et flexible d'exprimer les états et les capacités du gameplay. Avec cette vidéo, j'espère avoir réussi à vous montrer comment implémenter les gameplay tags au sein des systèmes de vos projets. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir.